Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de corruption, on va parler de santé, de viande rouge, d'aliments en vrac. Ce sont des sujets qui sont soit des études scientifiques, soit des rapports, par exemple, de l'ANSES, notamment pour le premier sujet. Alors, avant de démarrer, pour ceux qui ont regardé leur boîte mail depuis hier, vous avez dû voir que j'avais publié un cours sur les petits déjeuners sucrés pour la perte de poids. C'est pas un cours qui vous dit pourquoi il faut les éviter, mais plutôt comment vous pouvez améliorer vos petits déjeuners qui ont un goût sucré pour qu'ils orientent plutôt leurs effets sur la perte de poids. Évidemment, il n'y a pas des petits déjeuners magiques à base de pâte à tartiner et de croissants. C'est pas ce que je dis là, et c'est pas j'ai pas envie de faire du clic à 2 balles pour ça. C'est plutôt, en fait, le cours est né d'une interaction avec un individu qui me disait que la chose la plus compliquée pour lui lors d'un régime de perte de poids, c'était de transformer son petit déjeuner sucré en petit déjeuner salé. Alors là, il y a une grande inégalité, je trouve, par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout de problème à manger salé le matin. C'est-à-dire qu'ils peuvent manger des œufs, même de la viande ou autre le matin, sans aucun problème. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de couper les sucres et les glucides au petit déjeuner quand on a une appétence pour les aliments salés. Par contre, il y a des gens chez qui manger déjà ça leur donne la nausée, mais en plus si c'est du salé, ça passe pas. Donc ils ont plutôt un palais propice à la douceur, aux saveurs sucrées, et ces personnes-là se disent mais c'est impossible pour moi de faire un petit déjeuner salé. Donc je leur ai proposé 5 petits déjeuners sucrés, au goût sucré en tout cas, relativement doux, et qui vont aller dans le sens de la perte de poids. Donc il y a les recettes, il y a les explications, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des statistiques sur les petits déjeuners des Français, les bienfaits pour la santé ou non de sauter le petit déjeuner. Enfin, il y a vraiment beaucoup de documentation. Je vous invite à aller voir. Il y a un lien là dans les notes du podcast pour aller voir la version longue, on va dire, de toutes les notes d'ailleurs, puisque c'est un lien qui vous amène vers toutes les notes. Et on peut commencer le podcast tout de suite d'ailleurs. Alors, sécurité sanitaire au cœur de la vente en vrac. Donc, je pense que si vous faites un petit peu attention, que ça soit à votre budget ou à votre santé, vous avez dû déjà acheter en vrac, par exemple, des oléagineux, des légumineuses, des féculents anti-prix complet ou autres, directement au distributeur en vrac. Et en fait, il y a une étude qui a été faite, enfin une observation, des recommandations plutôt, de l'ANSES par rapport à ça. Donc je vous cite, Donc, dans un contexte où la vente en vrac gagne en popularité, notamment poussée par la loi AGEC, donc AGEC, l'ANSES émet des recommandations pour assurer la sécurité sanitaire des consommateurs. Alors, déjà, la première chose, c'est pour réduire la pollution, etc., avec le suremballage. Donc, elle conseille des mesures spécifiques telles que l'affichage des informations essentielles sur les produits vendus en vrac et l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène par les distributeurs. Donc, les mesures spécifiques, l'affichage des informations essentielles. C'est vrai que quand vous achetez, par exemple, moi, il y a un magasin qui s'appelle, je vais pas donner son nom pour pas lui faire de tort, mais il y a un magasin qui fait animalerie, plantes et magasin bio tout en un, pas loin de chez moi, qui a des distributeurs comme ça, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur les distributeurs. En règle générale, il y a le nom de l'aliment, et c'est pas, ça saute pas au visage les informations qu'il pourrait y avoir, par exemple, sur un emballage de type comment le conserver, les calories et tout ça. Enfin bon, bref. Et ça, je pense c'est vrai qu'il faudrait un petit travail là-dessus.
Mais bon, si ça revient à faire autant de papier que, comment dire, si ça avait été un emballage, ça revient au même, hein. Donc l'ANSES souligne donc cette importance-là, mais également pour la préparation des aliments, etc. Elle propose d'exclure de la vente en vrac certains produits sensibles pour des raisons de santé publique, comme les produits chimiques dangereux ou d'hygiène non lavable. Certains produits, cependant, pourraient être vendus en vrac sous surveillance ou assistance d'un vendeur afin de sécuriser le truc, quoi. Enfin, l'ANSES recommande une révision régulière de la liste des produits exclus pour intégrer les innovations et retours d'expérience. Alors oui, c'est vrai, parce que l'autre jour, là, vous savez que j'ai déménagé, et maintenant je suis un tout petit peu plus dans un milieu, je sais pas comment on dit, rural, donc un peu plus proche d'un village, donc qu'avant où j'étais un petit peu plus ville, même si c'est la différence est marginale, mais quand même il y a une différence dans les commerces de proximité. J'étais déposé un colis dans un centre d'envoi de colis, vous savez les comment on appelle ça, les Mondial Relais et compagnie. Donc là c'était un primeur. Donc je suis un petit peu allé voir et devant moi il y avait une personne, un homme, je sais pas, il devait avoir une cinquantaine d'années, un peu plus même, qui faisait ses courses et des courses mais très comment dire, très écolo, c'est-à-dire qu'il avait tous ses sachets pour chaque aliment, donc il n'utilisait pas par exemple les emballages en papier pour les fruits et légumes, il avait ses propres contenants et pour aller chercher son fromage, il a donné une petite boîte carte d'or de glace, vous savez les pots de glace vides là, pour mettre son fromage. Et c'est vrai que c'est une bonne chose puisque ce plastique-là se retrouvera pas dans la nature puisqu'il réutilise, mais en même temps, le pauvre gars, il se retrouve à avoir certainement des microplastiques et des perturbateurs endocriniens dans son fromage, surtout un truc gras quoi, en contact avec le plastique. Et donc il y a en fait il y a comment dire, il y a un split dans l'éducation, santé, environnement et tout qui est fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont avoir des super bons comportements pour l'environnement, au détriment presque de leur propre santé. Alors parce qu'on sait que les plastiques, quand ils commencent à être râpés, usés, vous savez qu'on commence à mettre des coups de canif dedans. Au bout d'un moment, ça libère en fait des micros, des petits morceaux de plastoc qui vont se retrouver en fait dans la bouffe, puis dans l'organisme sous forme de microplastiques. Et donc c'est l'anecdote que j'avais, c'était ça, parce que ça m'a choqué en fait. Ça m'a choqué dans le sens où je me suis dit c'est dommage parce qu'il fait bien, il pourrait aller un peu plus loin s'il avait un récipient en Pyrex ou en verre quoi, ou en inox, quelque chose de plutôt inerte. Mais bon, c'est déjà bien pour la planète de faire ça, j'imagine. Après c'est vrai que pour le vrac, il peut y avoir le retour de problèmes de santé qui auraient dû être évités. C'est-à-dire que vous savez que depuis quelques années, même quelques décennies, l'hyper hygiénisme, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas comme ça que je devrais le dire plutôt, mais la pasteurisation, la suppression de toute bactérie, la mise sous vide des aliments et tout qu'on va acheter dans le commerce, certes ça a multiplié les emballages, mais ça a également diminué la contamination et donc les intox alimentaires. Ce que peuvent craindre aussi ceux qui ont fait le papier là à l'ANSES, c'est le retour de plus d'intox alimentaires. Donc évidemment, quand ce sera des oléagineux ou des fruits et légumes, bon, on reste sur des aliments qui sont couramment consommés comme ça en vrac, en tout cas achetés en vrac. Ça changera pas forcément la donne. Mais si vous vous mettez à consommer des aliments qui sont aujourd'hui sous forme de comment dire de produits préemballés, sous vide et tout, vous vous mettez à les consommer en vrac, et ben vous allez vous exposer probablement à plus de problèmes. Également l'entretien des appareils qui vous distribuent ça, je me demande si ça devrait pas être un entretien, j'ai envie de dire peut-être pas quotidien, mais au moins hebdomadaire, j'en sais rien, il doit y avoir une fréquence, puisque cette distribution en vrac, elle est à la chaleur, à la lumière, et donc du coup propice au développement de bactéries et puis aux agressions justement des UV par exemple sur les acides gras quoi. Bref,
des bienfaits pour l'environnement pourraient engendrer des méfaits sur la santé. Donc c'est toujours pareil, quand j'entends souvent dire ce qui est bon pour la planète est bon pour l'homme, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut penser, parce que je sais même pas si ce serait pas meilleur qu'il soit pas là. Donc je sais pas si c'est ce qui est meilleur pour la planète et bon pour l'homme aussi, hein. Bref. L'impact insoupçonné de la campagne anticorruption chinoise sur la santé des bureaucrates. Alors là, le titre. Mais bon, en fait, ce qui se passe, c'est que, là c'est le deuxième sujet, ce qui se passe réellement, c'est qu'en Chine, alors il y a un énorme service public en Chine, hein. Et donc, potentiellement, pas mal de corruption, notamment à cause des dîners subventionnés, etc., des sorties où il va y avoir pas mal d'alcool, pas mal de bouffe et tout ça. Et donc le gouvernement a essayé d'inciter à moins de corruption, donc moins de repas et tout, mais également, vous savez, quand des industriels veulent que la loi aille un peu dans son sens, l'hypothèse serait qu'ils vont inviter à déjeuner, à l'hôtel, etc., des personnes, des élus. Et donc, il y a une étude qui a été faite sur la santé des bureaucrates, en fait, des personnes qui gouvernent en Chine. Et les résultats révèlent que la campagne anticorruption a significativement réduit l'IMC et le taux de surpoids de ces gens-là. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une loi anticorruption, par effet rebond, ça améliore la santé des bureaucrates. Donc ça veut bien dire que la malbouffe et l'alcool va de pair avec la corruption. J'avais déjà fait un podcast là-dessus, il y a quelques temps, peut-être 1 an ou 2, où j'expliquais que dans le personnel qui nous gouverne, dans les personnes qui nous gouvernent, il y avait beaucoup plus de corruption chez celles qui étaient en surpoids. Donc là, c'est vraiment c'est pas le délit de faciès, c'est le délit de tour de taille, où on peut soupçonner un individu d'être corrompu quand il est en surpoids. Donc c'est vraiment, vous savez, pas l'archétype, mais la caricature du gros monsieur de 60 ans dans un bureau avec le cigare qui fume sur le bureau, la secrétaire à distance et le ventre où il voit plus sa nouille quand il va uriner. C'est un peu l'image qu'on a de la personne la plus corrompue possible. Et ben, ce qui était drôle, c'est de voir qu'il y avait eu des études faites pour prouver que c'était plus ou moins ce profil-là. Alors, en enlevant le cigare, la secrétaire et compagnie, hein, mais juste le gros bide, quoi. Donc, en conséquence, une meilleure santé. Alors, je continue, hein, cet effet est plus prononcé chez les personnes plus exposées à la corruption, et les mécanismes sous-jacents incluent une diminution de la fréquence de la consommation d'alcool et de repas à l'extérieur, ainsi qu'une augmentation du temps consacré à l'exercice physique. En conséquence, une meilleure santé auto-évaluée parmi le personnel gouvernant, là, et des implications plus larges pour l'efficacité bureaucratique et la qualité de la gouvernance ont été observées. Donc ça veut dire que vous réduisez la corruption, vous réduisez la santé, vous augmentez la santé des décideurs, et donc du coup vous vous mettez à avoir une politique et des décisions et une gouvernance de meilleure qualité. C'est-à-dire que indirectement, en supprimant la corruption, comment on pourrait dire, en dissuadant fortement. Alors je sais pas comment ils ont fait pour les dissuader, hein. Ils ont certainement dit tu vas risquer gros ou j'en sais rien, mais bon bref, une campagne de dissuasion forte à la corruption, ça améliore la santé, et cette amélioration de la santé fait que des meilleures lois, une meilleure gouvernance est effectuée, ce qui est bien, hein, mais bon, ce qui amène à un autre débat, on verra après. Selon le livre blanc sur la santé des fonctionnaires chinois de 2009, plus de 40% des fonctionnaires sont en surpoids ou obèses, ont des hémorroïdes, de la stéatose hépatique, de l'hypertension, de la dyslipidémie et de l'hyperglycémie sont plus fréquentes que chez les cols blancs ordinaires. Donc les cols blancs ordinaires, c'est quoi ? C'est les cadres qui ne font pas partie de la fonction publique chinoise, quoi.
La recherche suggère que la culture de la corruption en Chine, souvent associée à des repas extravagants et à la consommation excessive d'alcool, a contribué à l'augmentation de l'IMC parmi le personnel dirigeant. La campagne anticorruption, en limitant ces pratiques, a indirectement conduit à une amélioration de la santé de ces gens-là. En plus de réduire la corruption, la campagne a donc eu des conséquences positives inattendues sur la santé publique et l'efficacité gouvernementale. Vous savez, il y a une phrase de l'oncle de... C'est l'oncle, oui, c'est l'oncle de Spider-Man qui disait « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et c'est vrai que qui plus que des personnes qui nous gouvernent. Alors là, je reviens à la France maintenant. Hop, petit saut en France. Ça, c'est une analyse personnelle et totalement subjective. Hein. Mais ce grand pouvoir des dirigeants, c'est aussi de grandes responsabilités. C'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité, ils ont des vies entre les mains, concrètement des vies entre les mains. Alors moins concrètement que des médecins, mais concrètement par des décisions, des vies d'individus, d'enfants, de personnes âgées, de personnes bien portantes, etc. Ils ont, par leurs lois et par leurs décisions, notre santé en main. Je fais un petit parallèle avec un pilote de ligne. Alors un pilote de ligne a également une plus grande responsabilité que celui qui balaye la rue ou les parties communes de votre résidence. Je dis pas que son métier est plus admirable ou quoi que ce soit, je dis juste qu'il a plus de responsabilité. C'est-à-dire que si il fait mal les choses, il y a plein de personnes qui meurent, en fait, dans l'accident d'avion. Pareil pour celui qui conduit un bus avec des enfants, etc. Il a une responsabilité supérieure à celui qui n'engage que sa propre sécurité. Ces personnes-là, notamment les pilotes d'avion, ont un suivi médical beaucoup plus... leur visite médicale obligatoire liée au travail, là, vous savez, comment on appelle ça déjà, la visite médicale liée au travail, ça a un nom, la médecine du travail. Bon, moi j'y vais plus parce que je suis à mon compte, mais quand j'étais salarié, il y avait ces visites médicales qui étaient d'ailleurs, en fonction des métiers que j'ai fait, plus ou moins espacées. Et ben pour le personnel navigant, je crois qu'on dit comme ça, les visites sont beaucoup plus rapprochées et probablement plus strictes. Dans une autre vie, j'ai eu un beau-père qui était pilote de ligne et il avait quand même une santé, il tenait sa santé quand même de manière assez droite, j'ai envie de dire. Il faisait du cardio, il faisait très attention à ce qu'il mangeait, etc. Pourquoi ? Parce que forcément, il a dans son navire, donc dans son avion, plutôt, il a des vies, et même si vous avez un copilote et qu'ils ont chacun une nourriture différente pour éviter une intox, eh bien, il y a quand même un risque, donc il faut se maintenir en santé. Quant au maintenant, je fais le parallèle avec le pouvoir, donc les dirigeants qui ont des tonnes et des tonnes et des tonnes de vie entre les mains. Est-ce qu'il serait pas, sensé et raisonnable de renforcer justement ces visites médicales, de les rendre plus strictes et d'essayer de... Parce que une mauvaise décision liée à un début d'Alzheimer ou un problème de santé mentale X ou Y, c'est pas une vie qui est impactée, c'est 60 combien ? On est 67 millions de Français, je sais plus, c'est 67 millions. Donc il faut vraiment peut-être essayer de regarder si un encadrement plus strict au sein du gouvernement, en tout cas en termes de santé, d'alimentation, d'IMC, etc., devrait être demandé, parce que c'est des postes de pouvoir, et on sait que dans les postes de pouvoir, on peut être un petit peu plus tyrannique sur les... En fait, on est moins, comment dire... qu'est-ce que je pourrais utiliser comme mot pour ça ? On est moins clément et on pardonne moins à l'erreur, et c'est normal puisque c'est un métier qui est plutôt pas trop mal payé et qui donne après des avantages, etc. Mais bon, c'est surtout que
les décisions qui sont prises, en fait, on a de plus en plus de retours de la science qui nous montrent que le surpoids, l'obésité, etc., et la mauvaise santé mènent aussi à des mauvais comportements, abîment le cerveau. Donc, les décisions peuvent être mal prises. Par exemple, une hypoglycémie, hyper puis hypoglycémie, ça mène à des mauvaises décisions. Et donc ces mauvaises décisions, si vous faites voter une loi très importante à 15 heures, où tout le monde est en hypoglycémie, parce qu'ils ont mangé peut-être de mauvaise qualité à la cantine, ou bu trop d'alcool, etc., on peut s'attendre à avoir des choses pas terribles, quoi. Quand on sait que plus de 40% des fonctionnaires sont en surpoids ou obèses dans la fonction publique en Chine, je serais curieux d'avoir le chiffre sur les fonctionnaires français, en tout cas ceux qui nous gouvernent, de voir le nombre de... Alors, aujourd'hui, dans ceux qui nous dirigent directement, on a plutôt un éventail de personnes qui a l'air plutôt... Le président, là, actuel, en 2023, il est plutôt en forme, on a l'impression, en tout cas physiquement, il fait pas en surpoids. Et puis ceux qui suivent, bon, voilà, je vais pas dire qu'il l'est pas, mais on a quand même quelques-uns qui ont un peu la ligne, quoi. Mais il faut faire attention parce que le surpoids, ça se voit pas que sur le visage ou que dans le costume, c'est le tour de taille. Et puis on peut avoir aussi des problèmes d'hypertension, etc., sans avoir de surpoids. Donc je trouve ça intéressant de mettre le doigt là-dedans parce que je pense que c'est quelque chose qui peut faire grincer les dents, qui peut déranger beaucoup, c'est vrai d'en parler, mais derrière il y a des responsabilités et faites toujours le rapprochement avec le pilote de ligne, quoi, qui a des vies derrière lui et qui doit lui se maintenir dans une forme exemplaire. On s'attend à ce que les personnes qui vont décider de lois, qui vont décider par exemple de quand vous pouvez sortir, quand vous pouvez rester chez vous, enfin voilà, des choses comme ça, pour revenir à des sujets concrets où des décisions dans l'urgence ont été prises, on a envie que ces gens-là soient dans un bon état mental, un bon état physique, pour justement prendre les meilleures décisions. Parce que à partir du moment où il existe une meilleure façon de prendre des décisions, on a envie qu'elles soient prises. C'est un peu le débat, enfin, on a envie que ça soit comme ça. C'est un peu le débat aujourd'hui avec l'intelligence artificielle versus le médecin. Si une intelligence artificielle est capable de moins se tromper qu'un collectif de spécialistes, je crois qu'il y avait eu un test sur les pathologies, enfin les diagnostics de dermatologie. C'est-à-dire que, je sais pas si c'était un grain de beauté, un bouton ou autre, une tâche, on va dire, ça a été envoyé à divers dermatologues à travers le monde. Ils ont chacun fait leur diagnostic et ils ont proposé à l'IA, donc l'intelligence artificielle, par rapport à sa base de données, de faire un diagnostic. Eh bien, l'IA avait fait un meilleur diagnostic à quelques points près par rapport aux médecins. Alors je sais plus si c'était en dermato ou pas, mais si vous fouillez, vous allez trouver ce que je raconte. La problématique, c'est pas de confier sa santé à l'IA ou au médecin. La problématique, c'est est-ce que le médecin, sachant ça, est prêt à s'asseoir sur son ego et travailler avec l'IA. C'est à partir du moment où on sait qu'une version plus fiable du diagnostic existe, ou en tout cas peut travailler de concert avec le médecin, est-ce qu'on ne devrait pas s'en servir par obligation, en fait? Je retourne un petit peu le truc différemment. Si demain, votre femme, votre mari, votre mère, votre enfant a un problème de santé et donc va avoir un diagnostic, ce diagnostic, est-ce que vous avez envie qu'il soit le plus fiable possible ou fait par un humain? Si la vie est en jeu, est-ce que vous n'avez pas envie de gagner quelques pourcentages de réussite d'un traitement si la vie d'un proche est en jeu? Alors je sais que globalement, tant qu'on est en bonne santé, on a envie de dire non, l'IA c'est nul et tout. Mais quand c'est une question de vie ou de mort, est-ce qu'on va pas choisir l'option où il y a le plus de chances, le plus fort taux de réussite? Moi je vous le dis tout de suite, la réponse est oui. Mais il faut pas réfléchir trop en binaire non plus. Ce qu'il faut faire, c'est travailler de concert, c'est-à-dire d'essayer
de conserver l'humain et de l'ajouter à la technologie, à l'IA. Et là, vous avez vraiment... Et puis si l'IA dit un truc que le médecin n'arrive pas forcément à comprendre, et ben il va consulter d'autres médecins, dire pourquoi elle me propose ça, est-ce que et en fin de compte, on va trouver un résultat qui sera proche de l'IA, mais est confirmé par l'humain. Donc, qui sera l'idéal, quoi. Donc là, c'est la même chose. Je dis pas qu'il faut supprimer toutes les personnes en surpoids du gouvernement. Je dis juste qu'il faut peut-être essayer, maintenant qu'on sait que ces mêmes personnes peuvent être plus performantes et prendre de meilleures décisions et mieux gouverner si elles sont en meilleure santé, il faut tout faire pour les faire devenir en meilleure santé. Et ça commence par peut-être améliorer la cantine, supprimer l'alcool. Alors je pense que c'est fait, il n'y a plus d'alcool, hein, je l'espère. Mais améliorer la cantoche quoi qu'ils ont là-bas et surtout avoir des horaires de sommeil respectable, etc. Et limiter et interdire même, j'interdirais tous les repas avec les grandes entreprises. Enfin, il faudrait pas qu'il y ait le gouvernement et les grandes entreprises, parce qu'on sait très bien pourquoi c'est. On n'est pas fous. Enfin, je veux dire, c'est pas, ils sont pas copains. Ou s'ils sont copains, on sait aussi pourquoi c'est. Soit c'est pour leur futur poste, soit c'est. Enfin bon. Et ça, en Chine, cette politique a mené à une meilleure santé. Donc, ça améliore notre pays, leur santé et enfin bon voilà quoi. C'est une hypothèse, c'est un point de vue. Et ça me semble quand même intéressant d'en discuter. Alors, eux, ils ont fait comme conclusion, cette étude apporte une perspective économique politique nouvelle sur un déterminant de la santé souvent négligé et souligne l'importance de la santé des bureaucrates dans le fonctionnement efficace de l'État et le développement économique du pays. Donc, c'est quand même... c'est pas rien, quoi. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais tout simplement parce qu'on a mis des gouvernants en meilleure santé, quoi. Bon, bref. L'acide gras présent dans le bœuf et les produits laitiers améliorent la réponse immunitaire contre le cancer. Donc on a eu pendant des années une politique contre la viande et aujourd'hui on aurait le retour de la viande. Bon, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire les choses, mais là il y a eu une étude à l'université de Chicago, donc qui a été publiée dans Nature, donc Nature quoi si vous voulez, une revue de référence qui révèle que l'acide transvaccinique, donc TVA, un acide gras à longue chaîne trouvé dans la viande et les produits laitiers issus d'animaux en pâture, comme les vaches et les moutons, renforce la capacité des cellules TCD8+, à infiltrer les tumeurs et à tuer les cellules cancéreuses. L'étude suggère que des niveaux élevés de TVA, donc pas la TVA des impôts, hein, enfin pas la taxe à la valeur ajoutée, mais la TVA, l'acide transvaccinique, dans le sang améliore la réponse à l'immunothérapie. Donc c'est un traitement contre notamment le cancer qui est plutôt nouveau, ce qui indique un potentiel pour cet acide transvaccinique comme complément nutritionnel dans les traitements contre le cancer. Donc le laboratoire de Qingzhen PhD a analysé environ 700 métabolites alimentaires se concentrant sur 235 molécules bioactives et la TVA s'est avéré le plus efficace. Le TVA, c'est l'acide transvaccinique, c'est avéré le plus efficace, influençant positivement les cellules TCD8+, essentielles pour lutter contre le cancer. Des expériences ont montré que l'alimentation enrichie en TVA réduisait la croissance tumorale chez les souris et augmenter l'efficacité des cellules TCD8+, contre les tumeurs. Donc les analyses moléculaires et génétiques ont révélé que TVA inactive un récepteur cellulaire, GPR43, habituellement activé par les acides gras à chaîne courte, favorisant un processus de signalisation cellulaire vital pour la croissance et la survie des cellules. De plus, des études sur des patients en immunothérapie ont montré une meilleure réponse chez ceux avec des niveaux élevés de TVA. Donc l'étude souligne l'importance de déterminer la quantité optimale de TVA plutôt que de consommer excessivement de la viande rouge ou des produits laitiers. Elle suggère l'utilisation de compléments alimentaires de TVA pour renforcer l'activité des cellules T, tout en explorant d'autres nutriments pouvant avoir des effets similaires. Donc effectivement, eux, ce qu'ils veulent voir là, c'est de trouver d'utiliser sous forme de compléments alimentaires. Mais bon, en attendant les compléments alimentaires, on peut observer que probablement la viande
et les produits laitiers. Alors si vous les tolérez, hein, parce que ça sert à rien si ça vous met dans un piteux état de consommer des produits laitiers parce que vous avez dit mais il y a des choses qui vont bien dans les produits laitiers contre le cancer. Si ça vous explose les intestins, c'est les avantages inconvénients sont complètement déraisonnables quoi. Mais bon, la viande alors la consommation raisonnable, de mémoire j'avais lu, c'est moins de 500 grammes par semaine de viande rouge. Bon, ben ça fait alors 4 fois 100 grammes si vous prenez des petites portions, donc un steak, et 2 fois 200 grammes en gros, ou 2 fois 225 grammes par semaine. Ce qui n'est pas nul. Quand je dis nul, c'est zéro. C'est quand même 2 fois de la viande rouge par semaine, quoi. À partir de là, alors il y a des extrémistes qui vont vous dire pas du tout de viande rouge et tout, terminé. Bon, moi je suis pas comme ça. Déjà d'une parce que moi j'en consomme, et en plus de ça parce que chacun fait comme il veut et comme il peut, par rapport à ses goûts, par rapport à ses habitudes alimentaires, par rapport à son budget, par rapport à tout un tas de choses. Et donc voilà. Mais bon, c'est un peu le retour de la viande via un acide gras, ce qui est marrant, et surtout contre quelque chose qui dérange tout le monde, qui inquiète tout le monde, en tout cas qui inquiète tous les vivants. Tous les êtres humains vivants, c'est le cancer. Surtout arrivé à un certain âge, on se demande à quelle sauce tous on va être mangé. On a beau faire tout ce qu'il faut pour améliorer sa santé, on sait que parfois il y a des phénomènes un peu dus au hasard, on a envie de s'en préserver, et d'adopter, en tout cas de se dire. Enfin, moi je fais partie de ceux qui se disent au moins j'aurais tenté d'éviter. Il y en a qui disent la vie est courte, faut se faire plaisir, jusqu'au jour où ils sont sur un lit d'hôpital parce qu'ils ont trop fumé, trop mangé et trop picolé, et parfois un peu trop tôt, surtout dans une vie où on vit quand même plus vieux. Quand je dis on vit plus vieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui 70 ans c'est jeune dans le sens où à 70 ans, beaucoup de gens sont actifs. On voit beaucoup de personnes à la télé et tout ça qui ont dépassé les 70 ans et qui sont vifs d'esprit et on sent qu'ils sont fiables, quoi. Et donc, on tolère de moins en moins de partir avant la soixantaine. Chose qui était plutôt courante au début du 20e, notamment pour les hommes. Et aujourd'hui, ça peut encore arriver. Si vous avez le mode de vie qu'avaient ceux qui partaient tôt au début du XXe siècle, vous aurez aussi la même espérance de vie. Même si la médecine fait en sorte de vous soigner des crises cardiaques et tout, avec les stents, les machins, enfin des pathologies cardiovasculaires, c'est pas mon domaine. Mais bon, quand même, l'état de santé, l'état du corps, il y a pas encore de médoc pour inverser les effets de la malbouffe. Tous les effets de la malbouffe, votre organisme, en fait, on bricole, c'est qu'on met des rustines aujourd'hui. On n'a pas encore un truc qui nettoie l'organisme après avoir mangé un burger. Ça n'existe pas, ça. Même s'il y a des gens qui pensent que ça existe, ça n'existe pas. Il y a rien qui nettoie. En fait, on bricole, on met des rustines, on écarte des artères, mais on ne peut pas aujourd'hui supprimer les effets de la malbouffe. Ça serait trop beau si on pouvait le faire. On pourrait sécher avec du fast-food en permanence, au-dessus de nos besoins même caloriques. On pourrait se goinfrer en étant sec avec les abdos visibles. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Et ça, j'espère que ça ne le sera jamais, parce que ça serait aussi la mort du vivant et la mort de la vraie nourriture. Et même si aujourd'hui la nourriture qu'on consomme, elle est plus vraiment la même que celle qu'on a consommée. Et d'ailleurs, une des raisons, je reviens au sujet de départ, mais une des raisons pour lesquelles le vrac et de consommer en vrac, c'est aussi une bonne chose sur votre santé à vous, c'est parce que les emballages, que ce soit plastique ou autre, quand ils se retrouvent dans la nature, ils se retrouvent dans la terre, et quand ils se retrouvent dans la terre, ils perturbent, ils polluent l'eau que vous allez boire et les plantes que vous allez consommer. Donc pour les personnes qui disent les gens ont tué les sols, ils ont pollué les sols avec leurs pesticides, on nous donne de la bouffe, c'est de la merde et tout, et puis ils parlent comme si ils participaient pas du tout à l'équation de la pollution de la terre et de ce qui se retrouvait dans leurs courgettes. Sauf qu'ils y participent en achetant des emballages, des produits emballés, ils y participent.
des bouteilles en plastique, ils y participent. Donc en fait, il faut toujours balayer, enfin moi personnellement, je balaye un peu devant ma porte parce que j'achète encore des bouteilles en plastique et des emballages. Donc il y a pas, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à pointer du doigt les coupables. Les coupables, c'est nous, en fait, c'est tout le monde. C'est pas juste, il y a pas une armée de gens qui arrivent et qui polluent les terres secrètement durant la nuit avec des grosses seringues. Là, on va les polluer pour faire pousser nos aliments et faire plein de profits et les rendre malades. Il y a peut-être des gens comme ça, mais il y a aussi des individus du quotidien qui se pensent bienveillants et faisant bien les choses. Sauf qu'ils achètent plein de bordel, de machins, de trucs pour mettre dans les chiottes, pour les déboucher et tout, qui polluent derrière les sols, les eaux, les poiscailles qu'on mange, enfin bon, tout ça, quoi. Et malheureusement, peut-être que le vrac, au moins en ça, c'est de faire réellement un petit geste pour améliorer la courgette qu'on retrouve après dans son assiette, qui a été arrosée avec une eau légèrement plus saine. Donc vous avez la main là-dessus, on a tous la main là-dessus, et ça tient qu'à nous de faire les efforts, quoi. Mais quand ça nous concerne directement, bizarrement, on est pris d'une petite paresse, une fatigue, et on pense à autre chose, quoi. Voilà. Bref. Si vous voulez améliorer vos petits déjeuners pour perdre du poids, je vous invite à aller voir ce que j'ai fait alors avant-hier pour ceux qui écoutent le podcast à la sortie. Petit déjeuner sucré, donc la quête d'un petit déjeuner idéal pour perdre du poids se heurte souvent à un dilemme, le choix entre la saveur et la santé. Cependant, je propose une solution équilibrée avec 5 recettes de petits déjeuners sucrés, pauvres en glucides et sans édulcorants, ça c'est important de le préciser. Ces options sont conçues pour satisfaire tous ceux qui aiment la douceur du goût sucré le matin, mais qui veulent aussi perdre du poids. Donc je souligne qu'il n'existe pas de petit déjeuner miracle pour brûler du gras, donc déjà c'est important, mais par contre il y en a qui aident et d'autres qui découragent. Donc les recettes que je propose, c'est divisé en 3 parties. Il y en a 2 très gourmandes, 2 de transition et une pour ceux qui, enfin 2 de transition qui ont un petit appétit, qui ont du mal à manger le matin. Et qui sont plutôt pressés le matin, et une qui sont pour ceux qui sont vraiment pressés et surtout qui ont pas pris de petit déjeuner depuis des années et pour qui ça donne la nausée de prendre un petit déjeuner, vraiment un truc qui les aide à se remettre au petit déjeuner sans avoir la nausée. Parce qu'on le sait aujourd'hui que quand même, spoiler alerte, les petits déjeuners c'est quand même bien. Bref. Donc allez voir tout ça, ça se retrouve dans les notes de cette émission et très bonne journée à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.